Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce 4e épisode dans notre série Si c'est pour la culture. On a déjà donné 4e épisode de mes rencontres avec François Aimé, délégué général du Festival Film et Histoire de Pessac et en même temps directeur de la salle de cinéma ou des salles de cinéma Jean Eustache, la Rosière de Pessac, tout le monde s'en souvient. Jean Eustache à Pessac, donc dans la très proche banlieue de Bordeaux. Pour terminer cette série d'entretiens, François Aimé, mes questions vont partir un peu dans tous les sens, mais je commence par la première. Pour votre programmation du festival, est-ce que vous vous limitez aux documentaires ou aux films de fiction de cinéma, ou est-ce que vous vous intéressez aussi à ceux qui ont été faits pour la télévision ? Non, on mixe, on mixe. C'est une programmation, la programmation thématique sur le thème cette année Secret et mensonges. J'ai envie de dire, oui, c'est 80% du cinéma et 20% de la télévision. Il y a à la télévision, en particulier les documentaires, une production très qualitative, très importante et sur la question de la représentation de l'histoire, il y a certains sujets historiques où c'est la télévision qui a fait le travail et pas le cinéma. Je peux prendre quelques exemples. J'en prends 2 au moins sur l'indépendance du Cameroun et la guerre de décolonisation du Cameroun. Il y a un excellent documentaire qui s'appelle « Cameroun, autopsie d'une indépendance » de Gaël Leroy. Mais le cinéma n'a jamais traité ça. Ni le cinéma français, ni le cinéma africain, enfin, en l'occurrence camerounais, par absence soit de moyens du côté camerounais, soit d'envie, d'intention, parce que un film de cinéma coûte plus cher et il y a un risque plus important que pour un documentaire. Je prends un autre exemple, toujours sur la décolonisation. Il y a un excellent documentaire de Yasmina Hadi qui s'appelle « L'autre 8 mai 45 » sur les massacres de Sétif. Le cinéma français n'a jamais traité un sujet pareil, en fiction je parle, et même en documentaire d'ailleurs. C'est la télévision qui a fait ça. Donc, de fait, quand vous faites une programmation d'histoire, à certains moments, si vous voulez évoquer en termes d'image certains sujets, il faut passer par la case télé et par la case documentaire, parce que sinon, vous avez beaucoup de films, beaucoup de sujets qui seraient occultés. Tout simplement parce que le cinéma les a occultés. Autre question sur le festival qui a eu lieu cette année. Est-ce que vous pouvez nous en donner, pas intégralement, mais la programmation et aussi le jury ? Alors, sur la programmation, il y a 50 films sur la thématique secret et mensonges, avec des sous-thématiques. Donc, parmi les sous-thématiques, il y a par exemple les lanceurs d'alerte. Donc, on a programmé La fille de Brest d'Emmanuel Berco, on a Les hommes du président, bien sûr, avec Robert Redford et Dustin Hoffman, Snowden de Oliver Stone, plus récent, Green Zone, par exemple, sur la question des armes de destruction massive imaginaires en Irak. Voilà. On a une programmation sur la question de la propagande, avec notamment un documentaire qui s'appelle Propaganda Companion, qui est un film sur les compagnies cinématographiques d'Hitler. On a programmé en avant-première le dernier documentaire de Raoul Peck qui s'appelle Orwell 2 + 2 = 5. Et un excellent documentaire qui s'appelle Mr. Nobody Against Putin, qui est un film très étonnant sur un animateur scolaire qui va filmer l'embrigadement des lycéens dans son lycée et qui va réussir à faire passer les rushs
en Europe occidentale pour qu'il puisse être monté et montrer comment Poutine embrigade la jeunesse depuis l'invasion en Ukraine. Voilà, donc ça fait partie des thématiques. On a des films sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la décolonisation, comme je viens de le dire, sur les secrets de famille aussi. Les secrets, c'est pas que la politique, c'est pas que l'espionnage, ça existe aussi avec des histoires, malheureusement, par exemple, d'avortement, le documentaire Histoire d'un secret de Mariana Otero. C'était des compétitions, le festival du film d'histoire. Je peux citer peut-être le film Le Mage du Kremlin d'Olivier Assayas, qui est l'adaptation du livre de Giuliano D'Ampoli, ou bien le film d'ouverture, l'affaire Bojarski, de Jean-Paul Salomé avec Reda Kateb qui était présent, ou Le Gâteau du Président, excellent film irakien qui a reçu la Caméra d'Or cette année au Festival de Cannes. Parmi les documentaires qui étaient en compétition, il y avait notamment un film consacré à l'affaire Elf, en 3 parties, 3 fois 52 minutes, sur cette affaire judiciaire énorme. Et c'est bien d'avoir ces documentaires qui font une espèce de panoramique avec tous les juges qui ont travaillé sur cette fameuse affaire énorme. Et puis, dans les films qui étaient en compétition documentaire sur le cinéma, je citerai un film assez extraordinaire qui s'appelle Alexandre Tranois, l'œuvre invisible, qui est une enquête sur Alexandre Tranois, qui est un cinéaste qui a essayé de faire du cinéma pendant 30 ans et qui n'y est jamais arrivé. Et c'est fabuleux parce que en général, on fait des films sur Gene Kelly, sur James Dean, sur des stars, sur des gens qui ont réussi, qui ont percé, qui sont restés dans l'histoire du cinéma, jamais sur les losers. Mais en fait, le monde du cinéma est rempli de losers qui auraient aimé faire du cinéma et qui n'y sont jamais arrivés. Et donc là, il y a un film sur quelqu'un qui a commencé des tournages avec Jean Rochefort, avec Anouk Aimée, avec Claude Lelouch, et qui n'a jamais allé au bout d'aucun de ses projets. Voilà. Et alors, ma dernière question pour ce dernier entretien concernera un sujet que vous n'avez pratiquement pas abordé, sauf de manière très fonctionnelle par rapport au sujet de notre conversation. Et ce sujet, c'est vous. C'est-à-dire, vous aussi, vous mettez la main à la pâte et vous aussi, vous avez réalisé des documentaires. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de coécrire 2 documentaires avec Yves Geland, donc un sur Jean Gabin, un Français nommé Gabin, l'autre sur Charlie Chaplin, Le génie de la liberté. Et puis j'ai pu réaliser moi-même un documentaire consacré à Marcel Carné, grand cinéaste des Enfants du Paradis, de Quai des Brumes. Et j'ai eu une chance inouïe de travailler avec Michel Rothman, aujourd'hui décédé malheureusement, et parce que j'ai pu vraiment faire un bel hommage au réalisateur avec beaucoup d'extraits. Et puis, mon dernier film, c'est un documentaire d'histoire où je raconte l'histoire de la fratrie de mon père. Les 4 frères aînés sont partis à tour de rôle faire leur service militaire en Algérie. Et j'ai voulu essayer de raconter comment ces jeunes fils d'agriculteurs orphelins sont retrouvés comme ça, transportés dans ce qui leur semblait être à raison un autre pays, qui était aussi en pleine guerre. Sachant que mon père est décédé, j'essaye d'avoir les réponses aux questions que je ne lui avais pas posées. Et ça, vous l'avez fait sous la forme d'un documentaire ou Tout à fait, sous la forme d'un documentaire. J'ai enquêté auprès de ses frères, et notamment auprès de son frère Auguste, qui, lui, a été traumatisé par la guerre d'Algérie, et qui, 65 ans après la guerre, a écrit un livre de 600 pages pour raconter son traumatisme. Voilà. Donc, je me suis inspiré du travail de Raphaël Branche, qui a écrit un livre vraiment extraordinaire, qui s'appelle « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ? Enquête sur un silence familial », où elle a montré, après avoir enquêté auprès de 200 familles, à quel point le silence s'est installé à l'intérieur des familles après la guerre d'Algérie. On ne parle pas de la guerre d'Algérie. Et quand j'ai lu son livre, je me suis rendu compte que c'était ce qui s'était passé dans ma famille, alors que je suis passionné d'histoire. Finalement, j'avais quasiment jamais posé la question à mon père « Qu'est-ce que tu as fait en Algérie ?» Et quand les quelques fois où je lui ai posé la question, il l'avait éludé. Donc, j'ai essayé de faire l'enquête et de comprendre pourquoi il ne m'avait pas répondu. Bertrand Tavernier avait fait avec Patrick Rothman. Voilà, c'est ça. La guerre sans nom. La guerre sans nom. Vous avez nommé Yves Geland, qui est, je ne dirais pas un familier de ce podcast, mais enfin, j'ai eu le plaisir de le recevoir quelquefois.
on a l'impression, j'ai l'impression, pourquoi parler à l'indéfini, il est à la fois le symbole et l'acteur du renouveau du documentaire en France, en naviguant sur les sujets les plus divers, certains qui lui sont très proches, comme la chanson, Oui, tout à fait. et d'autres qui lui sont arrivés, si je puis dire, comme par exemple le documentaire sur Georges Frêche, enfin le film sur Georges Frêche, avec des allers-retours entre Oui. la télévision et les salles. Mais alors, moi, c'est vraiment un cinéaste d'une grande générosité, mais surtout d'une grande sensibilité. Euh, un peu perfectionniste, disons-le. Mais c'est vrai que il prend son temps pour faire les films et pour vraiment essayer d'avoir un angle qui révèle les personnages. Hein. Et Georges Frêche, c'est un film. Le Président, c'est un film. Il a fait plus d'une vingtaine de films, peut-être même une trentaine, Yves. Mais c'est vrai qu'on cite souvent le film sur Georges Frêche parce qu'il a pris le temps de le capter en quelque sorte, de le révéler. Voilà, de le montrer tel qu'il était, et c'est très impressionnant. Alors, il a choisi un personnage qui est un personnage très hors du commun, hors norme en quelque sorte. Il n'empêche que c'est lui qui a fait ce portrait-là, et que le film d'ailleurs est sorti au cinéma, pas à la télévision. Et vous parliez de la chanson. Moi, je crois que c'est un passionné de chansons, un amoureux de la chanson. Son film, Il est minuit, Paris s'éveille. C'est un des plus beaux films, enfin moi que je connaisse sur la chanson des années 50, 60. Voilà, sur la grande époque de Barbara, de Brel, de Brassens, etc. Et des compagnons de la chanson. Enfin bon, il a cette capacité à faire, à transmettre le goût d'un art. Et donc, ça peut être la chanson, ça peut être la politique, et ça peut être le cinéma, ça peut être l'histoire. Et dans le cas du président, il a pensé un peu contre lui-même, si je puis dire. C'était pas Oui, bien sûr. beaucoup des gens de ses amis et de sa sensibilité, comme on dit aujourd'hui, politique, le regardaient de travers parce qu'on fait pas quelque chose sur Georges Frêche qui avait trahi le Parti socialiste ou Dieu sait quoi d'autre. Je pense qu'aussi c'est une qualité dont l'époque a particulièrement besoin, c'est cette capacité à suivre sa curiosité et à ne pas se laisser écraser par des préjugés ou des appartenances ou des intimidations. Mais là, il vient de faire un film sur Zelensky avec Ariane Chemin. Oui, qu'on a vu... qu'on a vu sur Arte. Sur Arte, absolument. Et il y a des choses, on apprend des tas de choses. Enfin, j'ai appris en tout cas des tas de choses formidables. Et en même temps, il y a des moments où on voit Volodymyr Zelensky comme on ne le voit jamais forcément, puisqu'il faut avoir du temps pour pouvoir le montrer. Et je pense que tous ceux qui ont vu ce film se souviennent du sourire, du rire, des moments de gaieté que Zelensky partage avec ces deux interlocuteurs. L'année prochaine, 2026, le festival a pour thème... Alors, je ne peux pas le dire encore aujourd'hui. Je ne peux pas le dire encore aujourd'hui. On ne le saura pas. Je peux vous dire les thèmes dont on peut rêver et qui ont été discutés. On a beaucoup discuté les dernières fois des années 80. On a déjà fait les années 70, les années 60. Les années Mitterrand, mais les années de la chute du mur, du sida, de Reagan, de Thatcher. Enfin, c'est des années qui peuvent résonner avec aujourd'hui. Et les années de l'arrivée du Front National à Dreux, etc. Enfin bon, les années 80 fait partie des sujets qu'on envisage très sérieusement. Le travail est un thème qu'on n'a jamais travaillé, si j'ose dire. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on fasse une année la lutte des classes. Et ça, c'est un thème très cinématographique. Hein, les rapports de classe au cinéma, entre les ouvriers et les patrons, mais pas seulement les bourgeois et les bonnes. Enfin bon, il y a une quantité de films géniaux là-dessus, qu'on pense à Buñuel, à Chabrol, enfin bon. Et dans les pays, puisqu'on fait soit des thèmes des époques, des pays ou des thèmes transversaux, il y a le cinéma japonais, qui est un cinéma fabuleux. L'histoire du Japon est aussi une histoire qu'on connaît mal. Je pense c'est un pays aussi qui fascine la jeunesse.
pourrait faire le Japon et la Corée. Ça fait partie, tout comme l'Italie, on a fait la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Espagne, le Portugal. Le plus beau cinéma du monde, c'est quand même le cinéma italien, entre les années 50 et les années 70. Quand on fait la liste des cinéastes, c'est vertigineux, quoi. Voilà. Donc, j'espère qu'on fera l'Italie bientôt. Très bien, si vous faites l'Italie, vous pouvez compter sur nous pour emboucher les trompettes de la renommée. François Hébé, merci beaucoup. Merci à vous.